Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parlait juste avant de ces prix de l'essence, du gazole, du diesel qui sont au plus haut historique. On n'est pas aidé évidemment par l'euro qui a baissé et un pétrole, un Brent qui est toujours plus cher, qui s'approche des $90 le baril. Comment on fait? Encore une fois, on a vu Bruno Le Maire qui dit non, il ferme la porte à une baisse de la TVA. Thierry Breton, le commissaire européen, qui dit pourquoi pas des chèques ciblés pour les ménages les plus modestes. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Il y a deux sujets. Il y a le fait que l'augmentation des carburants a des effets sur beaucoup de produits qui dépendent justement de l'énergie nécessaire, du transport, etc. Ce qui fait que ce n'est pas simplement pour les ménages et les salariés le prix à la borne pour faire le plein ou du fioul pour se chauffer, mais c'est beaucoup de produits qui sont impactés par cette hausse. Donc il y a la question des salaires. On mobilise le 27 prochain, le 27 janvier, sur la question de l'augmentation des salaires. On va en parler, mais sur alors sur les carburants proprement dit, moi je l'avais mis en avant au moment du mouvement des Gilets jaunes à l'époque, c'est ce qu'on appelle la prime transport. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui existe, qui cible exactement tous les salariés Il est dans les dispositions législatives, mais il renvoie à des négociations d'entreprise. C'est-à-dire qu'il prévoit la possibilité pour les entreprises de mettre en place une prime transport pour les salariés qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, soit parce qu'il n'y a pas de transport en commun, soit parce que leurs horaires par rapport aux horaires de transport en commun ne collent pas. Et qui consiste à leur faire bénéficier de l'équivalent de la prise en charge par les entreprises qui existe aujourd'hui à 50% au minimum du coût de l'abonnement au transport en commun. Cette prime transport, moi j'avais demandé à ce que, pour qu'elle soit généralisée, elle soit négociée non pas au bon vouloir au seul niveau de l'entreprise, mais au niveau des branches. Voilà, au niveau des branches, pour qu'on harmonise justement le coût pour l'entreprise. Je n'ai pas eu d'effet positif de la part ni des pouvoirs publics, ni des organisations patronales. J'avais demandé, moi je le redemande aujourd'hui, qu'on convoque une forme de commission mixte paritaire, tripartite, au niveau national interprofessionnel, entre les pouvoirs publics, le gouvernement, le ministère du Travail, les organisations patronales, les confédérations syndicales, pour qu'on impulse une dynamique de négociation de branches sur la mise en place de cette prime transport, pour que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour aller travailler que d'utiliser leur véhicule ou pour travailler mais en attendant, encore une fois, bénéficient de cette prise en charge. Une baisse de la TVA, vous êtes pour, vous êtes contre, encore une fois, de nouveaux chèques inflation, indemnité d'inflation? La question de la baisse de TVA ou de la baisse des taxes, la TIPP sur les produits pétroliers, c'est une réponse ponctuelle à l'augmentation du coût des carburants. La question de la TVA et de la TIPP... C'est une bonne réponse? C'est une réponse ponctuelle. Nous, ce que nous revendiquons, pourquoi nous plaidons depuis pas mal d'années, c'est une grande réforme de la fiscalité qui réinstaure de la fiscalité progressive sur les revenus, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, enfin le gros de la fiscalité porte sur les taxes. La TVA est beaucoup plus un moyen de recette fiscale que l'impôt sur le revenu, ou CSG ou TIPP. Or, la TVA, elle impacte, vous avez raison de ce point de vue, prioritairement les ménages les moins aisés, puisque c'est un pourcentage qui s'applique à tout le monde. Donc l'impact de la TVA sur la baguette de pain, sur le prix de l'essence, il est le même que vous soyez au SMIC, voire même pas au SMIC, ou que vous soyez à 10 000 € net. Donc c'est ça le problème de la TVA. Alors certes, si on baisse la TVA immédiatement, on va faire en sorte que pour ceux qui sont impactés, le prix d'achat sera moins élevé, pour le carburant par exemple. Le problème, c'est que c'est une ressource fiscale aujourd'hui qui sert à financer les services publics notamment, et on aura une difficulté de ce point de vue. Ça finance aussi pour partie la sécurité sociale. Donc la baisse de la TVA répond d'un côté, mais crée un problème de l'autre. Donc c'est un problème de fiscalité d'ensemble qu'il faut revoir, réasseoir la fiscalité non pas principalement sur la TVA, mais sur un impôt sur le revenu progressif qui taxe beaucoup plus les hauts revenus, les richesses patrimoniales qui s'accroissent. Et puis il y a toute la question de la sphère financière. Comment on fait en sorte de réinjecter ce qui s'évapore sur les marchés financiers dans l'économie réelle. Parce qu'il y a un sujet de fond qui est le pouvoir d'achat. Et Laurent Berger, d'ailleurs, hier dans JTD, souhaite que ce sujet de pouvoir d'achat devienne vraiment l'enjeu majeur, le sujet central de cette campagne présidentielle.
Vous regrettez, vous aussi, que ce thème ne s'impose pas davantage aujourd'hui, alors qu'encore une fois, l'inflation en France est au plus haut depuis 15 ans? Ce n'est pas un sujet nouveau, la question des salaires. Hein. Et d'ailleurs, si Laurent Berger met en avant la question des salaires, je l'invite à nous rejoindre le 27 prochain, le 27 janvier, jeudi, puisqu'on va mobiliser justement pour qu'on mette au centre de la question sociale. On parle beaucoup de la valeur travail. La valeur travail, c'est la considération qu'on y apporte, et la considération qu'on apporte à la valeur travail, c'est sa rémunération. Aujourd'hui, on a trop de salaires qui sont insuffisants pour boucler les fins de mois et qui ne rémunèrent pas, qui ne reconnaissent pas la valeur du travail accompli. L'indemnité inflation que le gouvernement met en place, elle concerne tous les salariés, notamment, pas seulement, mais qui sont en dessous de 2 000 € mensuels nets. Le Premier ministre avait pris ces 2 000 € comme analogie au salaire médian, qui est un peu en dessous. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement lui-même reconnaît qu'avec moins de 2 000 € on n'arrive pas à boucler les fins de mois en ce moment. Or, moins de 2 000 €, c'est la moitié de la population salariée. C'est en dessous du salaire médian. Que peut faire le gouvernement, alors encore une fois, parce que... Eh bien, il faut agir. Quand j'entends encore le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, qui dit que lui-même, depuis 2 ans, incite à ce que les entreprises fassent leur part en termes d'augmentation des salaires, notamment des bas salaires, moi, je lui rappelle que le 1er septembre, d'ailleurs, on s'était rencontrés entre le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, Force ouvrière, et j'avais appelé le gouvernement à passer de la parole aux actes. Et malheureusement, il s'y est refusé. Le SMIC n'a été augmenté que de la part légale, obligatoire. Il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC. Or, aujourd'hui, on le voit bien dans les négociations de salaire dans les branches, dans les entreprises, quand le SMIC augmente, ça booste les négociations sur l'ensemble des grilles, parce qu'évidemment, il faut réajuster les grilles de salaire en fonction de l'augmentation du SMIC. Donc c'est un facteur... Il y a un double discours de la part du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui... dit voilà, il faut que l'entreprise en fasse plus, mais qui derrière ne... qui n'agit pas, qui ne transforme pas la parole en acte. Le gouvernement ne transforme pas la parole en acte, mais surtout, depuis ce quinquennat, mais ça a démarré bien avant, la politique est essentiellement une politique centrée sur l'offre, une politique d'ajustement aux contraintes des marchés déréglementés, donc le moins-disant social. Et on a fait du salaire l'ennemi de l'emploi. Et les dispositifs qui ont été mis en place par ce gouvernement notamment, mais ça avait démarré auparavant, prime d'activité, indemnité inflation, prime de pouvoir d'achat, systématiquement défiscalisées, désocialisées, ce qui génère une difficulté de recettes pour la sécurité sociale, mais qui en même temps exonère les entreprises d'avoir à augmenter les salaires, parce que c'est les fonds publics qui paient ces dispositifs qui sont des pansements de pouvoir d'achat, parce qu'évidemment les fins de mois sont difficiles. Comment le gouvernement peut imposer encore une fois aux entreprises de faire le nécessaire pour accroître les salaires là où c'est nécessaire, là où elles le peuvent? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, je vais vous conditionner des aides, les aides, les subventions, alors, les baisses de charges, deux choses. Je vais vous dire qu'il passe de la parole aux actes. En ce moment, on arrive à négocier dans les branches des accords autour de 3,5% d'augmentation des salaires sur l'année. Vous êtes satisfait? Nos syndicats signent, on rattrape ce qu'on a perdu en pouvoir d'achat avec des clauses de revoyure en tablant sur le fait qu'on va poursuivre sur cette tendance dans l'année suivante. Il y a encore des branches où ça coince. La coiffure, c'est complètement verrouillé. Les transports, on n'est pas satisfait puisque ce que proposent les employeurs va juste faire passer le premier niveau au-dessus du SMIC. Il y a une série d'endroits où les laboratoires de biologie médicale, ça ne va pas. Dans la pharmacie, pourtant un secteur qui a été fortement mobilisé ces temps derniers, c'est pas au niveau. Pourquoi il n'y a pas eu ce coup de pouce de la part du gouvernement? Je le dis, le gouvernement se refuse à augmenter l'indice de rémunération des fonctionnaires. C'est 5 millions de salariés, la fonction publique, le point. Le point d'indice. Qu'il s'aligne sur ce qu'on négocie dans les branches à 3 à 4% d'augmentation sur l'indice de base de rémunération des fonctionnaires qui est gelé depuis trop d'années. Deuxièmement, conditionner les aides publiques, on l'a dit à nouveau suffisamment pendant la crise sanitaire. Et comment vous le faites pour pas que ce soit trop complexe, trop usine à gaz encore une fois, pour inciter les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires de ceux qui en ont besoin, en conditionnant ça aux baisses de cotisation? Il faut conditionner sur l'emploi. On peut très bien... c'est pas la même chose, l'emploi et les salaires. Oui, non mais
Ça, c'était l'objectif pendant la crise sanitaire, parce que ce que nous craignions, c'était les effets d'aubaine. Qu'on n'a pas eu. Il y en a eu quelques-uns. En termes de chômage. Globalement, non. On a préservé, notamment dans les... C'est pour ça que, dans certains secteurs, je pense que les entreprises qui invoquent le fait qu'il y a beaucoup de très petites entreprises sur la question des salaires et qui freinent sur l'augmentation des salaires, oublient quand même qu'elles ont été largement aidées par les fonds publics. Et donc, je pense que cette part-là, il faut la prendre en compte. Effectivement, les aides publiques, quand il y a aide publique, il faut les conditionner à ce qu'il y ait des négociations de salaire dans les entreprises concernées, dans les branches concernées. Donc, c'était une erreur politique, c'était une erreur politique de la part du gouvernement, une faute de ne pas conditionner. De ne pas donner un coup de pouce au SMIC. Ça, je pense que c'est une erreur. Quelque part, il le paye aujourd'hui. C'est le premier quinquennat où il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC. Le précédent quinquennat, c'était la dernière année, il y avait un petit coup de pouce, très petit, c'était un peu électoraliste, ça ne suffisait pas. Ça n'a trompé personne. Mais encore une fois, on est aujourd'hui à 13% de la population salariée au SMIC. Quand le SMIC a été créé, quand on a transformé le SMIG en SMIC dans les années 70, on était à 3%. Le problème aujourd'hui, c'est aussi tous les dispositifs. C'est pour ça que la question des conditions faites aux aides publiques, les contrôles, les sanctions qui doivent y être associées est importante, parce qu'aujourd'hui, on a créé beaucoup d'effets de substitution, d'effets d'aubaine, qui évitent aux entreprises d'avoir à augmenter les salaires, puisqu'on pense les déficits en matière de pouvoir d'achat avec prime d'activité, chèque énergie, etc., indemnité inflation. Du coup, les entreprises se considèrent comme exonérées d'avoir augmenté les salaires. Elles ont leur part de responsabilité. Elles ont leur part de responsabilité. C'est payé par les fonds publics. Oui, bien sûr. Mais je pense que la difficulté sur ces politiques, c'est qu'on crée des trappes à bas salaire. C'est-à-dire qu'avec les dispositifs d'exonération, on se retrouve dans les négociations avec des organisations patronales ou des employeurs, quand c'est au niveau de l'entreprise, qui freinent ou qui bloquent ce qu'elles proposent en termes d'augmentation de salaire jusqu'au plafond où elles bénéficient des allègements, des exonérations de cotisations. Donc je pense qu'il faut revoir l'ensemble de ces dispositifs, de ces mécanismes de formation de la rémunération du travail, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus exactement qui paie qui, pourquoi, entre le salaire, la prime qui vient de la caisse d'allocation familiale qui vient compenser le fait que le salaire n'est pas assez élevé. Et il y a un autre sujet, c'est conditionner les aides publiques au non-versement de dividendes. Sur Boursorama, vous avez publié il n'y a pas très longtemps l'étude d'un cabinet qui montre qu'on est aujourd'hui à des niveaux records de dividendes versés au niveau européen en 2021, et qu'on devrait à nouveau, avec plus 8% mais vous savez que les boîtes du CAC 40, en 2022, plus 8%, mais où vous les trouvez sur les salaires, les plus 8%? Mais vous savez que sur ces boîtes du CAC 40, notamment, il n'y a même pas 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. C'est un chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors de France. Je pense, oui, vous avez raison, il y a une défaillance majeure de ce point de vue, à la fois de l'Union européenne, sur les conditionnalités sociales, faire que l'Europe soit une Europe de progrès, de promotion du progrès social. On a un débat qui est aujourd'hui sur la question du salaire minimum en Europe, qui est un débat important. Le mécanisme qui est proposé ne va pas aussi loin qu'il nous semble nécessaire, mais ce serait une première étape. Et deux, il y a une défaillance au niveau des conditions de la mondialisation. Le reproche que l'on peut faire aux politiques économiques qui ont été mises en œuvre aujourd'hui, moi j'appelle ça une démission du politique face aux contraintes imposées par les marchés déréglementés, par la sphère financière et les mécaniques actionnariales. Ce qui se passe en Allemagne, il verrait, c'est intéressant, la nouvelle coalition allemande qui pour le coup annonce une hausse du SMIC à 12 euros. 12 euros pour le 1er octobre, soit une hausse comme de 22%. En France, on est à 10,50 €, c'est ça On est à 10,50 €, oui, ça fait. Ça. On est à 1270 net mensuels. Ils sont à 12 €, on est à 10,50 €. Est-ce que il fallait faire ce coup de pouce? Ils l'ont fait en Allemagne. Oui, il faut faire ce coup de pouce, parce qu'encore une fois, je vous parlais des marchés financiers, de la dérive de la sphère financière qui est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. On subit des logiques actionnariales. Il faut que l'actionnaire voit les retours maximum sur son investissement boursier. Le gouvernement a réformé l'ISF, a mis en place la flat tax.
en nous expliquant que ça allait faire revenir des investissements et de l'activité. On a vu Nul n'a réussi à démontrer l'effet économique. J'ai vu une étude passer il y a quelques mois qui montrait une forme Stratégie a fait une étude il n'y a pas longtemps et qui n'a pas mis en avant une démonstration claire que ça avait réinjecté des moyens dans l'activité économique et a fortiori créer de l'emploi. Mais je pense qu'il faut absolument... vous savez, le meilleur moyen de redistribuer de la richesse, elle est créée par l'activité économique. Ouais. Et le meilleur moyen d'éviter qu'elle ne s'évapore dans la spéculation boursière, c'est de redistribuer cette richesse sur le salaire. Il ne faut pas oublier que dans le salaire, il y a le pouvoir d'achat net, au quotidien, ce qui nous permet de finir les fins de mois. Il y a le financement de la sécurité sociale et il y a évidemment l'impôt sur le revenu, si tant est qu'il est progressif, qui permet de financer l'action publique. La participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié sont des pistes qu'il faut... Le problème de ces dispositifs, c'est qu'ils n'ont d'autre objectif que d'éviter d'avoir à augmenter le salaire réel, le salaire net. Avec. Mais c'est ce qui compte à la fin, c'est ce qui reste sur sa fiche de paie, mais ce que l'on constate, non, parce que les dispositifs de participation, ce ne sont pas de la monnaie sonnante et trébuchante que vous pouvez utiliser quand il faut payer le chauffage à la fin du mois, boucler le loyer, s'alimenter correctement. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la moitié de la population salariée est en dessous de 1 800 € net par mois. Et donc, en ce moment, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, logement, chauffage, alimentation, c'est de plus en plus lourd sur les ménages qui sont justement en dessous de ce salaire médian. Si le gouvernement en est rendu à mettre en place cette indemnité à inflation pour tous les salaires en dessous de 2 000 €, c'est bien que les fins de mois sont difficiles. Et la participation ne corrige pas ça. Le problème de ces mécanismes-là, nous avons toujours plaidé pour qu'on commence par négocier les salaires et qu'une fois qu'on a un accord de salaire, on puisse regarder les dispositifs de participation. Enfin, l'État n'a la main que sur le SMIC, mais pas sur le reste de la grille des salaires. Oui, mais trop souvent, la participation est vue par les entreprises comme un substitut à une augmentation plus franche, nette du salaire. Mais sur le SMIC, je reviens à l'idée que le gouvernement, l'État a la main uniquement sur le SMIC, pas sur la politique salariale sur le SMIC, de rémunération au-delà du SMIC. Ben, il a un effet sur les politiques salariales, puisqu'encore une fois, sa politique depuis notamment le moment où la prime d'activité, après le mouvement des Gilets jaunes, a été accélérée avec les 100 € pour celui qui est au SMIC de prime d'activité. Le gouvernement, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, expliquait « Nous avons fait le choix de la prime d'activité parce que nous ne voulions pas augmenter le coût du travail pour les entreprises au nom de notre politique de compétitivité. » Ça ne s'entend pas, ça, le coût du travail pour les entreprises? Mais encore une fois, ça résulte en quoi? À un phénomène de tassement des grilles de salaire, parce que aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC, vous bénéficiez de 100 € en fonction de vos revenus par ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans la même situation. Ça veut dire très clairement qu'on ne rémunère pas votre travail. On vous donne un complément qui est destiné à combler les difficultés sur le pouvoir d'achat. Mais dès que vous êtes au-dessus du SMIC, vous ne bénéficiez plus. Donc ce qui veut dire que celui qui est un peu au SMIC est au même niveau en réalité que celui qui est au SMIC, plus la prime d'activité. Pendant ce temps-là, l'entreprise, elle, considère, ou les organisations d'employeurs, évidemment, que un pas a été fait sur le pouvoir d'achat qu'elle n'a pas à faire en termes de salaire. C'est ça la difficulté avec tous ces dispositifs. Geoffroy Bézieux, le patron du MEDEF, disait, je me rappelle, c'était au moment de la grève du MEDEF en août, en septembre, que beaucoup d'employeurs allaient augmenter les salaires en 2022. Oui. On n'y est pas ? Si, il y a beaucoup de secteurs où on a des accords dans les conventions collectives. Je vous parlais des secteurs où ça bloque. Il y a des entreprises où ça bloque. Mais les augmentations, encore une fois, il ne faut pas oublier, quand on parle du coup de pouce sur le SMIC, c'est vrai pour les augmentations de salaire en ce moment, c'est qu'on négocie toujours après coup de l'augmentation des prix. C'est-à-dire qu'on fait du rattrapage de l'inflation passée. Autrement dit, on rattrape ce que l'on a perdu en pouvoir d'achat. Mais on n'anticipe pas, c'est-à-dire que la prime n'est pas à une politique qui répond aux besoins sociaux des ménages, des salariés d'abord, mais plutôt à un rattrapage de leur situation quand elle est rendue difficile, d'autant plus en ce moment, du fait de l'augmentation des prix. Au global, je pense que c'est cela qu'il faut inverser. Fait le job, les entreprises font le job en matière d'augmentation, encore une fois. Ça dépend des secteurs, ça dépend des secteurs. Vous avez bien vu que dans les hôtels, cafés, restaurants, notre organisation ne va pas signer. Bon,
Au final, on a Pourtant, réussi. il y a une hausse de quasiment 10% de mémoire, là, je crois. On a une hausse moyenne de la grille de 16%. On à est, 16, carrément. Oui, ça a bougé. Mais ouais, quand même. le problème, c'est que, dans les bas de grille, c'est moins que cette moyenne. Mais bon, les choses ont bougé. Notre organisation ne s'y opposera pas. De 16%, parce que nous revendiquions qu'associé à cette augmentation sur la grille des salaires, on discute sérieusement sur les questions de conditions de travail, notamment le fait qu'on est tout le temps sur des horaires qui sont à contrario de la vie sociale des uns et des autres, les soirées, vendredi, samedi, les dimanches, bref. Nous, ce que nous voulions, c'est qu'on progresse aussi sur ces dossiers-là. Donc, il y a un rendez-vous prochainement. Notre organisation va évidemment aller défendre ce point de vue. Nous, on veut du dur là-dessus. Et on verra à ce moment-là, si ça va dans le bon sens, on révisera peut-être notre position. Mais on veut pousser sur ces compléments. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous me demandiez si les employeurs jouaient le jeu. Il a quand même fallu qu'on bagarre pour que dans ce secteur où il y a de plus en plus de difficultés à trouver des salariés, pourtant, eh bien que ça bouge. Ouais. Dans la coiffure, pour le moment, ça ne bouge pas. Dans les laboratoires de biologie médicale, qui ont quand même fonctionné à fond ces temps derniers, à coût de financement par la sécurité sociale, la prise en charge des tests, etc., vaccination, bref. Et ça freine. Et ça freine sur les salaires, c'est pas acceptable. Les salariés ont été mis à contribution fortement. Pharmacie d'officine, même chose. La pharmacie industrielle, ça coince. Il faut que ça bouge dans tous ces secteurs-là. 30 secondes juste, et une petite question sur le télétravail Verrier, qui ne sera plus obligatoire à partir du 2 février. Il restera recommandé, en laissant le soin donc, aux entreprises de s'adapter et de maintenir le bon niveau. Rien à redire ou le calendrier est trop serré pour vous ? Ouais, écoutez, là-dessus, c'est toujours un sujet ambivalent parce que le télétravail a pour vocation d'éviter la contagion par le virus. Donc, on reste plus souvent à travailler à son domicile, donc on ne rencontre pas dans les transports en commun, sur le lieu de travail. Moi, j'avais dit que sur le lieu de travail, c'était, à mon avis, pas nécessaire, parce que dans les lieux de travail, les gestes barrières, les dispositions sont largement respectés. Par contre, ça évite de se retrouver dans des transports en commun bondés. Donc, si ça protège du virus, le problème du télétravail à haute dose, c'est qu'il génère de l'isolement, des difficultés psychologiques. Donc, c'est très ambivalent, cette affaire. Je ne peux pas vous dire, moi, c'est aux sociétés médicales de nous dire si on a dépassé ou non cette épidémie. Alors, on nous dit tout d'un coup, là, c'est un peu incompréhensible, mais on nous fait rentrer en place le pass vaccinal et dans le même temps, on nous dit, bon, ça va aller mieux, on va lever les restrictions. Donc, c'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui quelle est la réalité du poids de la pandémie. Bon, moi, le seul souhait qui est le nôtre, c'est que le plus vite possible, on sorte de cette pandémie, à la fois du point de vue de la santé, de la vie sociale, de la possibilité de vivre librement, chacun et collectivement, bien évidemment. Ouais, en tout cas, des Français qui approuvent à 62%, sondage d'Oxfam Figaro, le pass vaccinal, mais qui veulent le limiter dans le temps à 71%. Voilà. Le plus vite on en sera sorti, le mieux ce sera de cette pandémie. Allez, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Yves Verrier, donc secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.